Quelques mois à la fac et puis s'en va, quelques années parfois. Les jeunes sont nombreux à changer d'avis, à se réorienter en cours de route, après leurs études. Pourquoi? On en parle avec nos invités. Elsa Personas, vous êtes chargée d'études au CEREC et vous êtes auteure de Réorientation précoce. Un jeune sur 4 souhaite changer de métier. Bonjour. Bonjour. Marion de Marcellus, vous êtes coach chez Génération 15-25. Vous connaissez bien les problématiques de jeunes et de leurs parents. Charlotte Ancelin, vous êtes diplômée de l'EM Normandie, vous avez travaillé dans l'événementiel, vous avez fait un MBA, vous avez changé de métier plusieurs fois et aujourd'hui vous avez fondé la Maison Bocquet et vous fabriquez des liqueurs. Donc vous parlerez de votre parcours assez extraordinaire. Et Romain Mercier, qui n'a pas eu le temps de se réorienter, mais qui est journaliste au Figaro étudiant. Bonjour. Alors, on entend les réorientations de masse. Alors, est-ce que c'est vrai qu'on se réoriente de plus en plus? Effectivement, cette réorientation de masse existe. En effet, d'après une étude du CEREC, en 2023, un jeune sur 4 souhaite se réorienter. Si on cible la réorientation post-bac, selon les données Parcoursup de juin dernier, près d'un inscrit sur 5 est un étudiant cherchant à se réorienter. À noter une petite disparité selon le genre, car 59% des réorientés sont des filles, contre 41% des garçons. Ça, on en discutera. Quels sont les processus pour se réorienter ? Alors, deux chemins s'ouvrent aux étudiants. Le premier est la réorientation au cours de la première année. Si vous souhaitez changer de filière sans reprendre au premier semestre de l'année d'après, c'est possible. Seulement, vous devez, avant le mois de décembre, vous adresser au secrétariat de votre université. En général, l'université vous permet de vous réorienter en fin de premier semestre de la première année et d'intégrer une nouvelle formation directement au second semestre, si et seulement si vous avez validé votre premier semestre. Le deuxième chemin est si vous souhaitez vous réorienter plus tard dans l'année. Il sera possible de suivre la procédure Parcoursup qui vous permet de reprendre une nouvelle formation à la prochaine rentrée. Puis, si vous voulez intégrer une école qui n'est pas sur Parcoursup, il vous suffit de la contacter et de suivre la procédure qu'elle vous indiquera. Alors, comment expliquer ce phénomène massif de réorientation ? Eh bien, selon une étude d'OpinionWay, près d'un jeune sur 2 estime avoir trop écouté les conseils de son entourage. Écouter les autres plutôt que soi est une erreur que beaucoup de jeunes font. Ce chiffre est à mettre en relief avec les 72% des 18-24 ans qui jugent que les décisions d'orientation arrivent trop tôt. Comment les contredire quand on sait que la première étape d'orientation arrive avec les choix de spécialité alors que les jeunes sont seulement en seconde? Alors, comment contrer cette réorientation assez massive? Pour tenter de pallier à cela, l'Éducation nationale a mis en place dans ses établissements des conseillers d'orientation. Malheureusement, c'est jugé inefficace par 41% des 18-24 ans. Une inefficacité qui peut s'expliquer par le nombre d'élèves à charge par conseiller d'orientation. En effet, actuellement, selon le SNES, un syndicat représentant le second degré, chaque conseiller d'orientation prend en charge en moyenne 1600 élèves, soit le double de la moyenne observée dans d'autres pays européens. Un nouveau phénomène de réorientation massive. Oui, en revanche, les causes n'ont pas l'air d'être générationnelles, mais davantage structurelles. Alors, Elsa Personas, vous êtes auteur, donc chargée d'études au CEREC, vous êtes auteur de l'étude. Pourquoi ces jeunes veulent-ils se réorienter ? Alors, pour de multiples et très bonnes raisons. Elles sont toujours bonnes. Donc nous, pour replacer un petit peu le contexte, on a interrogé un échantillon représentatif de jeunes, de l'ensemble des jeunes sortis en 2017 du système éducatif. On les a interrogés en 2020 puis en 2023 et on leur a demandé, donc en 2023, s'ils avaient souhaité se réorienter entre l'année 2020 et l'année 2023. Donc ils sont déjà dans la vie active et ils ont déjà quelques années sur le marché du travail derrière eux. Et donc vous avez cité effectivement ce chiffre d'un quart des jeunes qui souhaitent se réorienter. Alors c'est un quart des jeunes qui souhaitent et qui ont engagé des démarches. Si on interroge l'ensemble des jeunes sur des souhaits éventuels de réorientation, on est même à un tiers des jeunes. Donc de cette génération. Donc c'est un phénomène effectivement très important. Alors qui n'explose pas puisque, alors étonnamment peut-être, c'est un chiffre qui est relativement stable dans le temps puisque les enquêtes précédentes donnent à peu près les mêmes volumes entre un quart et un tiers des jeunes qui souhaitent se réorienter. Donc effectivement c'est peut-être plus une question structurelle que finalement une question de génération.
Alors sur les motifs, bon, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais il cite l'attirance pour un autre domaine professionnel, le fait de donner plus de sens à son activité, qui est effectivement un motif qui revient assez souvent, également améliorer ses conditions de travail et mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle. C'est pas pour gagner plus? Alors c'est moins pour gagner plus. C'est un motif qui arrive en 5e ou 6e position. D'accord, ok. Oui, c'est vraiment avoir un plus de sens. Alors, ce qui est assez étonnant, ce qui nous a beaucoup étonné dans cette étude, c'est que généralement, l'entrée niveau de diplôme, le niveau de diplôme est un facteur qui explique vraiment beaucoup de choses, notamment sur l'insertion. Enfin voilà, c'est très explicatif. Sur les souhaits de réorientation, nettement moins. C'est-à-dire qu'on rencontre alors un petit peu plus de personnes qui souhaitent se réorienter parmi les non et peu diplômés, mais on rencontre des personnes qui souhaitent se réorienter à tous les niveaux de diplôme. Et sur les motifs, c'est pareil. On a quelques petites variations, mais globalement, les grands volumes sont les mêmes. C'est-à-dire que, et notamment sur le fait de gagner un peu plus d'argent, les moins diplômés, donc qui ont des emplois moins rémunérateurs, souhaitent davantage augmenter leur rémunération que les personnes les plus diplômées. Marion de Marcellus, vous avez passé 2 jours sur le salon du Figaro étudiant avec beaucoup de jeunes et de familles. Vous avez eu beaucoup de familles qui sont venues, de jeunes étudiants qui sont venus pour se réorienter? Et oui, tout à fait. J'ai l'image d'une jeune femme assez touchante qui était donc en première année d'études de santé. Et donc, on est en octobre, donc elle est vraiment au démarrage. Et elle était avec son grand frère, qui était lui-même en école d'ingénieur. Et elle est venue me dire qu'elle prenait conscience qu'il fallait vraiment beaucoup travailler dans ces études-là, que c'était vraiment pas fait pour elle et qu'elle était complètement perdue. D'accord. Et enfin, c'est pas nouveau. La médecine, ça a toujours été difficile. Comment ça se fait que les jeunes baissent les bras? D'ailleurs, c'est une fille. Hein. Dans ce qu'a dit Romain, il y a quelque chose qui est assez surprenant, c'est de voir que ce sont plutôt des filles qui se réorientent. Oui, alors en fait, il y a une mauvaise connaissance parfois des filières, mais aussi une mauvaise connaissance d'elles-mêmes et d'eux-mêmes. Hein. Là, en l'occurrence, je crois qu'elle n'avait pas du tout pris conscience qu'elle avait besoin d'autre chose que d'études sans doute trop théoriques dans un premier temps pour elle. Et en réorientation, on se rend compte pourquoi les jeunes femmes se réorientent plus. Peut-être parce que elles s'autorisent plus à se demander si elles sont bien là. Je crois qu'il y a une question de développement personnel plus accessible. Je ne crois pas que les garçons sont plus à l'aise là où ils sont, mais peut-être qu'ils s'autorisent moins à se poser la question. Ça a un coût quand même, ces réorientations. Ça coûte cher. Moi, je connais par exemple une personne qui a fait 5 ans d'école d'ingénieur et qui aujourd'hui s'est inscrite en fac de lettres pour devenir documentaliste. Alors, ça fait des études très longues, ça revient très cher pour les parents. Les parents sont plus cool là-dessus, acceptent de financer des études aussi longues ou les conjoints, parce qu'à un moment donné, ce sont parfois des gens qui sont en couple. Alors, je crois qu'ils acceptent, ils sont à l'écoute en tout cas. Ils sont davantage à l'écoute que par le passé peut-être. Il y a peut-être plus de questions qui se posent par rapport à la santé mentale, hein, déjà de nos jeunes. Il y en a quand même beaucoup qui vont vraiment pas bien là où ils sont. Et on préfère quand même faire un gros investissement financier et qu'ils retrouvent goût à leurs études ou à leurs métiers. Donc je crois qu'il y a beaucoup. Puis il y a aussi la question du sens. Il y a des jeunes vraiment qui me disent, alors même quand je les ai en jeunes professionnels, ils me disent « je n'ai aucune motivation, je n'arrive pas à me lever le matin ». Comment ne pas entendre ça quand un jeune est désespéré à ce point-là, à 26, 27 ans? Enfin, moi, ça me... La santé mentale, c'est grande cause nationale. Et oui, mais il y a du travail. Il y a du travail. Charlotte Ancelin, alors vous allez très bien. Ça va très bien. Voilà, pas de problème de santé mentale. Vous avez un parcours incroyable. Racontez-moi tout ça. Moi, du coup, j'ai fait l'EM Normandie, donc une école de commerce que j'ai choisi de faire en 5 ans. J'ai fait mes 2 années de master en alternance. C'était vraiment un choix. En plus, à l'époque où l'alternance n'était pas encore hyper en vogue. Parce que j'avais besoin de me confronter à la réalité du travail. Et donc, j'ai travaillé 2 ans en tant que commerciale chez Bonduelle. Et à l'issue de ces 2 ans, je suis partie voyager en Asie pendant 3 semaines. Et j'ai eu un maxi déclic en me disant, mais en fait, j'ai pas du tout envie de faire ça de ma vie.
Et j'ai retracé finalement les 5 ans d'études que j'ai fait. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'a le plus animé pendant ces 5 ans ? Et ça a été d'être présidente du bureau des sports de mon école. Donc d'organiser... mais en fait, c'était d'organiser des typique événements. dans les écoles de commerce. Souvent, l'expérience la plus formidable, c'est vraiment le bureau des élèves. Entrepreneur et ça m'a toujours un peu fait rêver. Et c'est vrai qu'il m'avait toujours dit, quand on avait à l'époque décidé de monter ce bureau, il m'a dit, Charlotte, tu peux y aller, mais tu seras présidente. Tu ne seras pas au-dessous ou quoi que ce soit. C'est si tu vas à fond et tu le fais jusqu'au bout et tu vas porter tout le monde. Et donc, c'est vrai que j'avais fait ça. Et en fait, le fait d'organiser des événements, de voir tous ces étudiants sourire et en fait de créer des bons moments autour d'événements, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire tout le temps. Et donc, j'ai décidé de me réorienter, de faire un master spécialisé à l'ESG. Et du coup, là, c'était vraiment un master. Et là, rechangement. On quitte l'événementiel. Non, du coup, là, c'était vraiment... je passais du commercial à l'événementiel. À l'événementiel. En alternance, toujours, parce que ça, c'était vraiment un choix de oui, mais après, vous avez quitté l'événementiel. Après, 4 ans dans l'événementiel. Et ensuite, maintenant, j'ai décidé de monter ma boîte avec ma cousine. Et ça fait 2 ans. Et maintenant, j'ai monté donc, ce qui s'appelle Maison Bocquet. Et je suis devenue artisan productrice de liqueurs. Voilà, donc je fais de l'alcool. Et vous fournissez les restaurants. Voilà, aujourd'hui, on est sur un produit qui est plutôt haut de gamme et on travaille avec resto gastronomique, étoilé, hôtel de luxe, bar à cocktail. Donc vous comprenez ces jeunes qui se réorientent finalement ? Ça vous parle ? Oui, je comprends et à la fois, je pense qu'il faut le faire en bonne intelligence. Il faut pas se précipiter dans une idée, il faut mûrir une idée avant de se réorienter pour au final se dire, mais en fait, c'est encore pas ça. Et je trouve qu'il y a des choses... Enfin, moi, j'ai pas mal d'amis, même à mon âge, 30 ans, qui sont dans ces questionnements et qui n'arrivent pas à trouver leur voie. Et à chaque fois, je leur dis, mais va te faire aider, en fait. Enfin, va trouver... Enfin, oui, il y a de l'ordre du psychologique, finalement. Non, mais il y a le psychologique, mais aujourd'hui, on a suffisamment d'outils, je trouve, autour de nous. Les bilans de compétences, c'est aussi fait pour ça. Et c'est pas juste... entre guillemets, le truc qu'on voit sur les réseaux sociaux, un peu Instagram, sympa. Non, un bilan de compétences, ça nous permet de vraiment penser à des métiers auxquels on n'aurait pas finalement pensé par nous-mêmes. Oui, et puis c'est des jeunes qui sont souvent sur des lignes droites, finalement, classe prépa, école de commerce, école d'ingénieur ou médecine, et finalement, ils n'ont pas trop d'autres idées. Alors, Romain, la grande tendance, justement, c'est une bonne transition, pour les étudiants d'école de commerce, c'est d'aller chercher un métier concret. Alors, expliquez-nous ça. Oui, tout à fait. Les jeunes des grandes écoles, et notamment des écoles de commerce, délaissent le costume cravate et les tableaux Excel à la défense pour la salopette, la caisse à outils et la fameuse camionnette typique des métiers du bâtiment. Pour réussir cette transition, les élèves peuvent suivre des formations dans des écoles comme l'Atelier des chefs. Cette dernière est une école française privée qui délivre des CAP dans les métiers de la bouche, du bâtiment ou encore dans la mécanique. Et l'école propose des formations en présentiel dans ses ateliers et des formations à distance. Fondée en 2004 par Nicolas Bergerot, diplômé d'HEC en 1990, vous comprendrez un petit peu plus tard pourquoi je le précise, l'Atelier des chefs séduit les étudiants qui souhaitent se réorienter dans des métiers manuels. Alors, comment les grandes écoles s'adaptent face à ce souhait de revenir à des métiers manuels et concrets ? Alors certaines l'ignorent car la cote des grandes écoles auprès des jeunes reste très élevée, mais d'autres réagissent. À l'instar d'HEC, l'une des plus grandes écoles du commerce du pays, qui a décidé en 2019 de créer un double cursus avec l'Atelier des chefs et donc avec un de ses anciens alumni. Donc depuis plus de 5 ans maintenant, les étudiants en Master 1 du programme Grande École d'HEC ont l'opportunité de suivre la formation en ligne CAP Cuisine de l'Atelier des chefs. La formation consiste en 186 heures de cours de cuisine et 154 heures de cours de pâtisserie. Et vous savez quoi ? La mayonnaise a pris. Puisque dès la première année, le cursus accueillait déjà plus d'une quarantaine de personnes et le directeur général d'HEC, Éloïc Perrache, justifie à l'époque ce choix comme une réponse à la forte demande des élèves pour des métiers concrets. Alors, combien coûte la formation à l'Atelier des chefs ? Maintenant que je vous ai mis l'eau à la bouche, place à l'addition. En format classique, à l'Atelier des chefs, la formation à distance coûte entre 2 000 et 3 000 euros. La formation en présentiel coûte quant à elle entre 4 000 et 8 000 euros. Pour les jeunes diplômés sans emploi qui sont inscrits à France Travail et qui n'arrivent pas à trouver une entreprise, il faut qu'ils se renseignent auprès de France Travail car il est tout à fait possible que l'organisme vous finance une partie, voire l'intégralité d'une des formations de l'Atelier des chefs. Enfin, en ce qui concerne le double cursus d'HEC, rien ne change au coût de l'année de la formation classique du programme Grande École, qui, je le rappelle, s'élève à plus de 70 000 euros l'année. Alors l'addition, donc, peut s'avérer salée.
Elsa Personnaz, justement, avec l'arrivée de l'IA, il y a pas mal de métiers de bureau, hein, on parlait des tableaux Excel et de la défense, pas mal de métiers du tertiaire vont sans doute disparaître. Est-ce que cette tendance ne va pas s'accentuer, le fait de se tourner vers des métiers manuels? Est-ce que au CEREC, vous étudiez un peu ce genre de choses? On ne sait pas encore. C'est un peu récent. C'est un petit peu récent pour permettre d'avoir une dimension un petit peu prospective sur cette question. Non, je voulais simplement revenir sur 2 points. Déjà, le premier, donc c'est vrai qu'on parle beaucoup de ces jeunes un petit peu surdiplômés qui ont suivi une espèce de voie royale, bac scientifique, grande école, etc., classe prépa, et qui souhaitent se réorienter ensuite. Je voulais juste rappeler que dans les réorientations, il y a aussi toute une part de jeunes qui sont sur des formes un peu plus défensives, un peu plus contraintes. C'est-à-dire que s'ils se réorientent, c'est aussi parce qu'ils ne trouvent pas de boulot dans le secteur pour lequel ils se sont formés, ou que les conditions de travail sont trop difficiles, ou qu'ils rencontrent des problèmes personnels de santé, de santé mentale, ce qu'on disait. Oui, ou de handicap, ou des problèmes physiques, etc. Enfin voilà, les réorientations, c'est aussi des choses, ces jeunes-là. C'est des choses finalement très concrètes, c'est pas uniquement des lubies finalement. Ah, tout à fait, non, il y a aussi beaucoup de choses très concrètes derrière. Il y a effectivement ce souhait de trouver plus de sens, d'aller vers de rechercher un épanouissement personnel qui est quelque chose. C'est vrai que ça fait un petit peu enfant gâté. J'ai fait Centrale HEC, mais non, en fait, finalement, je rêve d'une seule chose, c'est d'être cuisinier. Je comprends que même en ayant fait HEC ou Centrale, on ait envie de s'épanouir dans son métier, mais ce qu'on remarque quand même, alors déjà, les personnes qui suivent ce type de formation, c'est des jeunes qui sont issus de milieux plutôt favorisés. Et dans les bifurcations comme ça, un petit peu radicales, on a quand même encore plus de jeunes qui sont d'origine favorisée, c'est-à-dire qui peuvent se permettre, entre guillemets, de prendre des risques au moment de leur réorientation. Ils ne savent pas trop où ils vont, ils ne savent pas trop ce que ça va donner, mais ils ont des économies, ils ont travaillé peut-être quelques années dans la finance. Voilà, tout à fait. Ils peuvent ouvrir leur restaurant peut-être après des faits, où ils ont une famille qui peut les aider en cas de pépin également. Enfin voilà, il y a quand même toute cette dimension-là qui est quand même assez... Oui, c'est vraiment très différent de la personne qui a fait 5 ans d'école de com, ne trouve pas de travail et finalement va se reconvertir. Tout à fait. C'est pas du tout le même profil. Il y a des profils différents, d'autant que, bon là ça nous engage sur une autre discussion, mais que le processus de la réorientation, je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous, mais c'est quand même quelque chose d'assez long, d'assez coûteux en temps, en énergie et financièrement. Et donc voilà, il faut avoir les épaules, il faut avoir un soutien aussi un petit peu familial ou amical. Enfin voilà, c'est pas... Ce qui est pas mal, c'est que par exemple aujourd'hui l'alternance est ouvert aux réorientations. Donc on voit des gens qui ont 40 ans par exemple et qui font une formation en alternance et alors qu'avant c'était vraiment limité aux moins de 25 ans. Ça c'est une chose... vous avez fait toutes vos études en alternance? Moi, j'ai fait mes 3 premières années en parcours classique et par contre, le master, mes années de master plus mon année de master spécialisée en alternance. Oui. Mais ça, c'était vraiment un choix que moi, j'ai fait en me disant j'ai besoin de me confronter à la réalité du terrain. Et puis, en fait, il y a aussi, aujourd'hui, c'est très valorisé par les entreprises, finalement, d'avoir déjà 2 ans de bagage ou 3 ans de bagage. Oui, puis ça permet de tester, finalement, sa réorientation. Oui, après, je pense qu'une réorientation, c'est pas fait pour tester. Il faut quand même. Justement, on parle de coûts. Ça reste un investissement aussi sur nous-mêmes. Donc, faut être un petit peu sûr quand même de ce qu'on va faire. Marion de Marcellus, que disent les familles face à ces réorientations? Alors, beaucoup sont quand même assez inquiètes. Ce qu'on peut comprendre, du coût financier, mais surtout du fait, mais s'il se réoriente, qu'est-ce qui va nous dire qu'après, ça sera mieux, Et c'est pour ça que j'insiste sur ce qu'a dit Charlotte, c'est qu'il faut prendre du temps pour se faire accompagner, que ce soit par un compétence, par un coaching de jeunes ou autre, mais on ne se réoriente pas sans prendre le temps, ça prend du temps, de se poser les bonnes questions. De quoi j'ai vraiment besoin, pourquoi ça ne s'est pas bien passé la première fois, bien connaître aussi là où on va. Là, je donne des cours à l'université de Paris-Cité et je suis dans le module d'orientation active qu'on fait en arrivant à l'université. Et là, dans un des TD, j'ai plus de la moitié des jeunes qui sont en réorientation.
qui arrivent après. Là, j'ai par exemple un pompier de Paris, enfin, ils arrivent de tous les profils. Et j'ai demandé s'ils avaient pris le temps de se faire accompagner pour arriver en première année de droit. Il n'y en a pas un qui a été accompagné. J'espère qu'ils vont vers une voie de la réussite, mais c'est vrai que ça m'a... Il y a des centres d'orientation où on peut faire des bilans de compétences gratuitement. Alors, déjà, il y a quand même des structures publiques qui sont un peu débordées, mais tout ce qui est mission locale pour les jeunes de moins de 25 ans, il y a des accompagnements possibles, il y a toute une... Pour vous, il ne faut pas se lancer bille en tête vers une orientation sans réfléchir. Il faut être accompagné, quel que soit l'accompagnement. Et quelle est la réponse du parent? Qu'est-ce qu'on doit dire? Est-ce qu'on doit forcément dire oui à tout quand un des enfants dit bah voilà, moi j'ai fait ingénieur, d'accord, pour vous faire plaisir, mais maintenant je veux faire complètement autre chose. Je veux faire de la philo, je veux faire. Le parent va avoir. Ça peut être quand même assez angoissant. Oui, c'est déstabilisant. Déstabilisant, enfin. C'est sûr. Après, je pense que ce dont ont besoin de jeunes, je parlais d'accompagnement, mais les parents vont être les premiers bons accompagnateurs. Et déjà prendre le temps de les écouter pour essayer déjà dans un premier temps de les faire creuser. Qu'est-ce qui fait que tu veux te réorienter? Écoute, on n'est pas contre, mais on voudrait vraiment que ça soit une réorientation réfléchie et on va t'accompagner à ce que tu te poses les bonnes questions et qu'ensemble on trouve les bonnes réponses. Et c'est toujours ce qui peut être aussi un peu compliqué, c'est qu'ils sortent en effet du conseil et qu'ils apprennent à trouver leur propre réponse et à écrire leur propre histoire. Et pour ça, j'ai l'exemple en tête, comme ça, d'un jeune, c'est le père qui m'a appelé il y a quelques jours. Il a fait une école d'ingénieur, donc je crois que c'est l'ESTP, l'école de travaux publics, donc une école très sérieuse. Et une fois ses études terminées, il a dit, papa, en fait, j'aimerais être comédien. Et là, il s'est inscrit au cours Florent. Bon. C'est vraiment un exemple concret. Je lui dis, qu'est-ce que tu en as pensé? Voilà, on l'a accompagné. Et voilà, il est ravi, il est enchanté, il fait de la comédie musicale. Enfin, il est très content de faire ça. Oui, alors ça qu'est-ce qu'on dit Alors, je trouve le père très cool. Je ne suis pas sûre d'avoir la même réaction à sa place. Mais... Et puis les parents peuvent être un peu décontenancés. Il y a de quoi, il y a de quoi. Alors ce qui est sûr, c'est que c'est en effet des milieux socio-économiques quand même, on va dire, où les choses sont plus confortables, où on s'autorise aussi ce genre de questions. Les autres vont s'autoriser différemment cette réflexion. Enfin, je veux dire, par exemple, là j'ai une esthéticienne qui va se réorienter. Elle va se réorienter, pourquoi? Parce que physiquement, elle ne peut plus être esthéticienne. Donc c'est en effet pas les mêmes question. J'ai eu un papa là, qui m'a appelé avec des trémolos dans la voix parce qu'il s'est rendu compte que son fils n'allait plus en cours. Et c'est la 3e année que son fils ne va plus en cours. Mais là, j'ai reçu son fils qui m'a dit, en fait, j'ai fait la première année pour faire plaisir à maman, la 2e année pour faire plaisir à papa, et la 3e année parce que je ne savais pas. Non, en fait, il n'a jamais réfléchi par lui-même, ce jeune homme. Donc, je comprends l'inquiétude du papa, mais là, il y a un gros travail à se dire, en fait, finalement, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire, et aussi se confronter à une réalité économique, la réalité, l'accompagnement, le bilan de compétences dont parlait Charlotte. On va aussi se confronter à un projet pour qu'il soit robuste, c'est-à-dire réaliste et réalisable. On ne va pas faire uniquement un projet qui me séduit. On va aussi aller un peu plus loin. Charlotte, est-ce que vos réorientations successives, est-ce qu'elles ont inquiété votre famille ? Non, je crois pas, parce que c'était bien la première fois, enfin déjà pour l'événementiel, c'était la première fois que je disais à mes parents, en fait, je veux faire ça. Et avec beaucoup d'assurance. Et en fait, mes parents attendaient finalement de ma part que j'y aille avec beaucoup d'assurance. Oui, parce que l'événementiel, c'est un peu plus, disons, mouvant par rapport au métier de commercial, c'est un peu plus sûr. Oui, puis on va pas se mentir, financièrement, c'est aussi moins intéressant que d'être commercial. Voilà, c'est ça. Enfin, voilà, il y a une réalité. Maintenant, je suis arrivée en disant, en fait, je veux faire ça, je me suis bougée pour trouver mon école. J'ai fait mon année de janvier à décembre, et non de septembre à juin, et parce que j'avais pas trouvé mon alternance à partir de septembre, et du coup, je me suis bougée pour trouver un stage pendant 6 mois. Voilà, en fait, je me suis vraiment bougée, et j'ai dit à mes parents, en fait, c'est ça que je veux faire. Et vous viviez chez vos parents ou non. Ou leur avez demandé de l'argent Non, bah, mes parents, en fait, mes parents m'ont toujours accompagnée, et c'est vrai que quand on parle de situation financière, on va pas se mentir que c'est plutôt confortable pour nous. Maintenant, mes parents m'ont toujours poussée en me disant, en fait, tu feras le métier que tu veux, par contre, on veut que tu sois dans les meilleurs, mais tu peux faire le métier que tu veux. Donc, si je voulais être fleuriste, comédienne ou tout ce que je voulais, mais ils avaient besoin de mon côté de savoir que je m'engageais à 100% dans ce que je voulais faire.
Oui. Pas d'être En dilettante. instable, Ce qui angoisse les parents, moi j'ai l'impression, c'est plutôt les jeunes qui font 1 an de chaque école et qui finalement, on ne sait plus trop. Je vois les parents qui sont de milieux assez privilégiés, qui m'appellent souvent, ils ne sont pas contre en fait. Mais ce qui les angoisse, c'est finalement de payer une fois le M Normandie, ça ne me plaît pas. Après une autre année, une autre école de commerce. Après finalement, c'est le cours Florent. Enfin bref. Et donc ils sont complètement paniqués. Ils se disent, mais en fait, est-ce que je n'ai pas fabriqué des enfants gâtés, quoi. Alors après, je pense qu'il y a aussi une façon de mettre les jeunes face à leur engagement. On leur demande d'assumer aussi les choses. C'est-à-dire que tu peux aussi gagner ta vie, tu peux aussi se confronter à la réalité et faire en sorte que j'aille pas juste me promener, mais que je réalise quand même l'engagement financier qu'il y a derrière. Elsa Personnaz, on n'a plus qu'une minute. Oui. Est-ce que vous voulez, sur le fait que ce soit plutôt des filles, qu'est-ce que ça vous... Alors, sur le fait que ce soit plutôt des filles, nous, ce n'est pas quelque chose qu'on a particulièrement vu dans l'étude. L'explication que je vois, c'est qu'on a plus de filles dans le supérieur. D'accord. Donc, ce n'est pas forcément... Donc, je ne sais pas. Nous, en tout cas, on ne l'a pas vu. Vous l'avez, d'accord, confronté avec d'autres études. Je n'ai pas l'impression que les filles aient une plus grande propension à souhaiter se réorienter. Mais il y a plus de filles qui font des études de toute façon. Donc, voilà. Ouais, en tout cas, c'est quelque chose que les réorientations précoces, qu'est-ce que vous pouvez, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui est... qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces jeunes qui ont envie de changer de métier ? Je suis assez d'accord avec l'importance de l'accompagnement. C'est vrai qu'on n'a pas cité non plus le conseil en évolution professionnelle, qui peut être un outil intéressant pour les jeunes. Alors nous, c'est vrai qu'on est plus du côté des jeunes qui ont commencé à travailler. Oui. Donc c'est un profil un peu différent de ceux qui se réorientent et qui n'ont pas encore commencé à travailler. Mais pour ceux-là, donc, qui ont déjà l'expérience de la vie active, je pense que le conseil en évolution professionnelle, c'est un outil important à mobiliser. Encore faut-il que les services ne soient pas débordés et que les jeunes... Oui, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a beaucoup d'outils pour les jeunes. Parcoursup qui est ouvert à tous. Aujourd'hui, on peut s'inscrire sur Parcoursup, même si on a 35 ans. Il y a aussi pas mal d'offres. Il y a les CIO, il y a le conseil en évolution professionnelle, il y a la formation... le CPF, etc. Il y a beaucoup de choses qui finalement qui sont proposées pour les jeunes en réorientation. Après, il faut s'en saisir et avoir une famille qui soutient quand même. Je pense que ça aide un peu. Ne pas rester seul. Et ne pas rester seul. Merci beaucoup à tous pour cette émission passionnante. J'espère que ça donnera des idées aux familles et aux jeunes qui nous regardent. Donc merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle émission de Paris d'école. À bientôt.